Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine RDC Environnement qui sera consacrée ces jours à cette thématique sur l'après-COP 27 ouvert. C'est mardi 25 octobre 2022 au Centre interdiocésain de Kinshasa qui regroupe plus de 50 organisations, membres de la société civile qui réfléchissent justement sur la thématique énergie et climat dans le bassin du Congo. Objectif de cet atelier est de définir un agenda commun sur l'énergie et le climat dans le bassin du Congo en faveur des communautés locales tenant du contexte de la RDC Pays Solutions au changement climatique. Vous vous rappellerez avec moi que la RDC a été choisie pour abriter les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avec pour objectif de réfléchir sur la contribution des forêts des bassins du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique, ainsi que sur les stratégies visant leur protection et préservation au regard des moteurs directs et indirects actuels des déforestations. Si les animateurs des institutions du pays comptent mettre à profit ces moments pour favoriser la consolidation du leadership environnemental et climatique de la République démocratique du Congo, surtout présenter les slogans la RDC Pays Solutions, la coalition d'Oboy Molili redoute de voir cette opportunité offerte à la République démocratique du Congo être utilisée pour l'élite politique congolaise pour brader les ressources naturelles au détriment des droits des communautés et des moyens de leur subsistance. Objectif de cet atelier qui se tiendra du 25 au 27 octobre 2022 est de définir un agenda commun sur l'énergie et le climat dans les bassins du Congo en faveur des communautés locales tenant du contexte de la RDC Pays Solutions au changement climatique. Mobiliser les acteurs au niveau de la région du bassin du Congo, au niveau national en RDC et des communautés locales pour contribuer à la promotion des énergies renouvelables dans les contextes de la transition énergétique et les changements climatiques pour la défense des droits des communautés locales. En tout cas, c'est l'essence que prend cet atelier de 3 jours organisé au siège de la conférence épiscopale nationale du Congo Cinco par plus de 50 organisations membres de la société civile congolaise appelées à réfléchir sur le voies et moyens de contribuer à l'avenir de l'énergie et du climat. RDC, Pays Solutions au changement climatique, c'est autour de ces contextes que la société civile se pose de nombreuses questions sur les contenus que le gouvernement congolais attribue à ces slogans du point de vue d'une vision clairement développée comme étant Pays Solutions, la part de la RDC dans son ensemble et des communautés locales. À en croire cette coalition, l'incertitude et le manque de vision au risque de compromettre et fractionner la participation de la société civile au processus et favoriser les bradages des ressources congolaises avec des solutions économiques préjudiciables à la nation et qui fragilisent le droit des communautés locales dépendantes de ces ressources. Et c'est en prélude de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Je vous convie à suivre à cet effet Emmanuel Moussouyou, secrétaire technique de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique au RAP à l'ouverture de ces assises. Nous avons organisé cette activité avec l'idée que cette fois-ci, ou pour la première fois, que nous arrivons à mettre ensemble les acteurs qui s'intéressent à la COP, les acteurs de la société civile bien évidemment, qui participent à la COP, le mettre ensemble pour réfléchir sur notre agenda pour la COP27. Et je pense que ça tombe bien parce que nous sommes dans ce contexte où la RDC se positionne comme étant le pays solution. Il se dit être la solution aux problèmes climatiques. C'est comme ça que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on a pensé qu'il était important qu'on se réunisse pour d'abord chercher et réfléchir sur le contenu de ce que nous appelons pays solution et sur les principes qu'il faudra mettre en avant-plan, et tout ça en ce qui concerne l'énergie et le climat. Parce que comme vous le savez, l'énergie fait partie des grands enjeux autour de toutes ces négociations climatiques, parce que le secteur énergétique fait partie des moteurs au fait, qui contribuent le plus dans cette problématique des changements climatiques. Et par exemple, pour le cas de la RDC, dans le mix énergétique, le bois énergie, la forêt bien évidemment, qui est même le premier
moteur, n'est-ce pas, du changement climatique en RDC. C'est l'énergie parce que la communauté, 96% de la population congolaise utilise le bois énergie ou le charbon de bois pour la cuisson et c'est un problème pour l'environnement. Donc l'idée ici, c'est que tous ces acteurs réfléchissent de façon efficiente pour que l'on puisse avoir des résolutions que nous allons proposer à notre gouvernement et au gouvernement des pays dans le bassin du Congo sur des solutions, des réelles solutions qu'il faudrait que ces autorités prennent en ce qui concerne les changements climatiques. Parce que comme vous le savez, depuis plusieurs années, il y a des discussions qui se font, il y a certainement des décisions qui se prennent, mais en réalité sur terrain, il n'y a pas de grands changements. C'est comme ça que notre créneau cette année et toutes les réflexions qui se feront, c'est qu'on arrive à pousser les autorités à prendre des décisions qui respectent, n'est-ce pas, les intérêts et les avis des communautés locales, des populations de nos pays, pour que, effectivement, qu'on aboutisse au fait à ce que nous appelons la justice climatique. Je pense que cette activité est organisée, pas pour contredire le gouvernement congolais, mais pour contribuer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les acteurs autour de la table sont en train de réfléchir sur leur contribution à ce que doit être effectivement la RDC comme pays solution. Donc pour cela, je suis très convaincu que les autorités ont besoin aussi de ces réflexions. Parce que dans la société civile, vous pouvez le constater, c'est plusieurs profils. C'est des scientifiques, c'est des enseignants d'université, c'est des chercheurs, c'est l'ensemble de tous ces profils qui se mettent pour, n'est-ce pas, proposer des solutions. Et ici, comme je le dis, essentiellement sur l'énergie et le climat, ces assises devront aboutir à une proposition concrète de ce que doivent être les priorités dans ce contexte de pays solution. Donc dans ce sens-là, je pense qu'on n'est pas en train d'être contre le courant, bien évidemment, mais on est plutôt en train de réfléchir. On espère que les autorités vont n'est-ce pas, aussi suivre ce que nous allons leur proposer, parce que déjà, comme vous le savez, cette activité est organisée, bien évidemment, aussi avec la participation du ministère de l'Environnement et le ministère de l'Énergie. Je pense que cela va dans le sens justement de consolider la position de la RDC comme pays solution. En réalité, une vision est écrite, n'est-ce pas? Une vision est écrite, mais j'ai du mal aujourd'hui à affirmer que la vision pays solution a vraiment encore un contenu qu'il faut. Je pense que vous serez d'accord avec moi par rapport à cela. C'est comme ça que nous voulons inciter l'autorité, n'est-ce pas, à bien définir ce que doit être pays solution. Et nous contribuons à cette définition-là. Donc pour dire que ça ne doit pas être un slogan, non. Par contre, ça doit être vraiment une réalité sur terrain où on est vraiment dans des actions qu'il faut pour que la RDC soit effectivement un pays solution. Parce que je dis ça dans ce sens qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une contradiction entre les solutions climatiques qu'on veut apporter et les actions qu'on mène sur terrain. C'est comme un cas. La RDC est pays solution, mais aujourd'hui, à travers le monde, il est prouvé que des grands barrages, n'est-ce pas, contribuent à la production de gaz méthane, contribuent à la pollution de l'environnement, contribuent au réchauffement climatique. Alors, si les grands barrages contribuent au réchauffement climatique et que la RDC comme pays solution positionne des projets comme des grands barrages Inga qui vont produire l'hydrogène, et l'hydrogène qui est aujourd'hui un élément, une énergie dans la transition énergétique la plus recherchée, parmi les plus recherchées au niveau de l'Occident. Donc, c'est-à-dire qu'on va promouvoir la contribution dans la production la production de gaz à effet de serre, n'est-ce pas? Et en même temps, on se dit solution. Un deuxième exemple, c'est tout ce débat autour des blocs pétroliers et autres. Vous allez vous rendre compte que si la RDC est comptée aujourd'hui parmi les pays producteurs du pétrole, c'est-à-dire qu'il sera aussi pays pollueur. Alors, est-ce qu'il y a, on estime qu'il n'y a pas vraiment bonne coordination de choses, ou il n'y a pas bon agencement dans la façon de présenter la RDC comme étant pays solution. Cet atelier qui a comme cible la primature de la RDC, la vice-primature ministère de l'Environnement et Développement durable, ministère des Ressources hydrauliques et électricité, ministère des hydrocarbures, organisation de la société civile de la RDC poursuit comme objectif organiser la contre-COP en RDC et créer une connexion avec l'après-COP alternative, définir une vision énergie et climat en faveur des populations congolaises et du bassin du Congo, permettre aux acteurs de la société
société civile du niveau régional et national, ainsi que les communautés locales de bien préparer leur agenda pour une participation active et efficace à la COP27 en ce qui concerne la vision des énergies et les climats, définir des stratégies, des plaidoyers et des communications pour mieux passer les messages liés au risque de changement climatique par rapport à la transition énergétique, prendre position sur le développement des grands projets des barrages qui produisent des gaz à effet de serre et qui détruisent les communautés locales, renforcer le plaidoyer pour la mise en place d'une politique sur la transition énergétique en RDC qui implique les secteurs énergétiques extractifs et l'environnement, renforcer la mise en place d'un mouvement fort africain et dans la région du bassin du Congo sur l'énergie et les climats, participer à la COP27 en Égypte pour communiquer la position de la coalition Toboy Molili. Justement, à travers la planète, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales spécialisées dans les questions environnementales haussent le ton pour pousser les hommes politiques à prendre des décisions et des initiatives concrètes pour trouver des solutions aux questions d'énergie et de climat. Et pour ces organisations, le monde se réchauffe et il faut agir maintenant car demain risque d'être trop tard. Mais pourquoi énergie et climat? Guy Kajimba, coordonnateur national du groupe de travail climat RED rénové GTCR, explique. Nous sommes très inquiets de ne pas avoir des avancées au niveau international parce que la question énergétique, partout comme chez nous, est une question très importante. En RDC ici, nous avons vraiment un problème, un grand problème avec l'accès à l'énergie et l'utilisation des bois de chauffe est l'un des moteurs de la déforestation. Et nous, comme on travaille beaucoup plus sur la préservation des forêts, il est important qu'on ait des solutions vertes sur les questions de l'énergie. La problématique des blocs pétroliers figure également parmi les enjeux environnementaux, étant donné que la RDC, qui se veut pays solution, ne devrait pas s'élancer dans l'exploitation des énergies fossiles comme le pétrole. Alors que faire pour résoudre ce problème et trouver les justes milieux? Nous avons posé la question à Guy Kajimba. Voici la réponse du coordonnateur national du groupe de travail climat RED rénové GTCR. Suivez. Ce qu'on retient, c'est que l'initiative est bonne, mais nous ne serons pas d'accord et jamais d'accord alors de menacer les communautés dans leurs écosystèmes naturels à cause de l'exploitation du pétrole. Ça ne se fera jamais. Ils vont nous trouver sur les chemins parce que on ne peut pas. Nous luttons pour que ces communautés restent dans leurs écosystèmes naturels, qu'ils restent dans la forêt, qu'on respecte la biodiversité et qu'on trouve des endroits appropriés pour l'exploitation du pétrole. On va exploiter le pétrole dans des endroits après avoir fait l'étude d'impact environnemental, après avoir fait des consultations avec l'aval des communautés, je pense que là on peut s'engager. Et donc nous n'accepterons pas qu'on s'engage sur les 27 blocs pétroliers de manière aveugle. Nous voulons qu'il y ait des choix sélectifs, qu'il y ait des prospections, qu'il y ait des consultations, qu'on s'assure que ça n'a pas d'impact sur les communautés. Parce que déjà nous avons des débats sur les aires protégées avec les peuples autochtones. On ne va pas en ajouter pour commencer à se battre tous les jours pour les espaces. La survie de quelqu'un, c'est sous la terre, ce n'est pas avec le pétrole. On ne peut pas... Si le pétrole, est-ce qu'on va dormir au-dessus du pétrole? Donc nous tenons à ce que ce débat soit mis sur la table chaque fois qu'on discutera sur les questions de blocs pétroliers. Cet atelier a connu la participation de plusieurs délégations venues de provinces de la RDC et même de l'étranger. Et la démarche de la société civile est saluée par bon nombre de participants qui ont émis les vœux de voir la RDC demeurer ces pays solutions au changement climatique et que cela ne soit pas un simple slogan. On les écoute. D'abord, j'aimerais commencer par féliciter les organisateurs de ces assises parce que elles sont, à mon humble avis, extrêmement importantes, parce que, dans la mesure où elles donnent l'occasion aux futurs participants de la COP 27 en Égypte de pouvoir harmoniser leurs vues de manière à parler d'une seule voix en Égypte. Il faut être optimiste, sinon il ne faut pas venir, moi je suis optimiste et je sais que de bonnes idées peuvent sortir de ces assises de manière à ce que la RDC profite de sa position. Et effectivement, c'est un pays solution, mais ça ne doit pas rester, comment dirais-je, un vœu pieux, Juste, ça ne doit pas être juste un slogan creux,
mais il faut que ça se concrétise quelque part. Il faut vraiment qu'il soit véritablement un pays solution et il faut qu'il tire profit de cette position-là. Moi, je pense que la femme, elle est au centre. On ne peut pas parler du changement climatique en excluant la femme. Parce que la femme, c'est elle qui est la protectrice même de la nature. La vie de la femme est liée à l'eau, la vie de la femme est liée à la forêt, la vie de la femme est liée au sol. Sans l'agriculture, la femme n'a pas, parce que quand on parle de la femme, on voit d'abord cette femme rurale, on voit cette femme qui vit dans les communautés, qui n'a comme activité principale que l'agriculture. Donc la vie de la femme, elle est vraiment liée au climat. En tout cas, le message que je vais lancer à nos gouvernants, est celui de prendre en compte les décisions ou la voix de la femme. Parce que même quand on parle de l'énergie, oui, l'énergie amène le développement. Il faut aller voir les femmes, comment est-ce qu'elles vivent dans les communautés. Elles n'ont même pas accès à cette énergie-là. Elles doivent utiliser les bois de chauffe tous les jours. Elles font des kilomètres, elles se font violer. Elles doivent aller à des kilomètres également pour amener de l'eau dans la famille. Donc, c'est-à-dire, toutes les décisions qui doivent être prises, la femme doit être au centre. C'est-à-dire que la voix de la femme doit être entendue. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Les décisions sont prises comme ça et après, on se rend compte que rien n'a été fait par rapport à la femme. Donc, c'est-à-dire que la voix de la femme porte. Il faudrait que nos gouvernements consultent en premier lieu la femme, qu'elle sache quel est l'intérêt ou l'intérêt que la femme va recevoir avant de prendre n'importe quelle décision. Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de cet atelier. Parmi eux, la contre-COP et la pré-COP alternative est organisée en RDC. L'agenda des acteurs de la société civile congolaise et régionale est préparé sur l'énergie et le climat par rapport à la vision de la RDC comme pays solution. Des stratégies, des plaidoyers et des communications sont développées pour une participation efficace des acteurs de la société civile à la COP27. Une position est prise contre le développement de projets énergétiques qui émettent des gaz à effet de serre et qui détruisent la vie des communautés locales. C'est-à-dire la position de la coalition sur le développement des grands projets hydroélectriques est partagée avec la société civile qui y adhère. Le plaidoyer est renforcé pour la mise en place d'une politique sur la transition énergétique en RDC, une participation efficace des acteurs de la société civile à la COP27 est constatée et notre position est entendue. La RDC est-elle en pleine transition énergétique ou devrait-elle faire le pas vers cette traversée? La question mérite d'être posée compte tenu des enjeux et même des défis de l'heure liés entre autres au changement climatique. Le Centre congolais pour le droit du développement durable, CODED, en avant-gardiste, veut attirer l'attention des décideurs sur la question de la transition énergétique en RDC. Cette session d'échange avec les membres du Club Mwangaza de Kinshasa en dit long pour sensibiliser et outiller la jeunesse sur les enjeux et défis, particulièrement ceux liés à l'accès de tous à l'électricité, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie, transition énergétique et écologique oblige. À l'entame, Maître Eric Kassongo, coordonnateur du CODED, a éclairé la lanterne de l'auditoire sur les notions élémentaires de la transition énergétique en RDC avant de donner le sens de cette session d'échange avec le Club Mwangaza de Kinshasa. La raison est simple, c'est que le monde est en train de traverser une période assez critique où l'on est en train où les pays sont en train de décrire, ou si vous voulez, de présenter leur stratégie en termes de transition énergétique, comment utiliser rationnellement les énergies et quel type d'énergie. C'était important que nous puissions comprendre tous ces sujets de la RDC par rapport à cette thématique. Nous avons voulu, dans cette session, faire comprendre aux membres du club, les familiariser avec ces concepts et aussi leur permettre de savoir où le pays se situe. Parce que le pays est engagé dans tellement de choses. Et lorsqu'on parle de la question du changement climatique, nous savons que le pays a soumis une contribution, le pays a une stratégie sur le changement climatique, le fameux RDC Pays Solutions.
qui contient en son sein d'ailleurs un élément clé en rapport avec la question de l'énergie. Parce qu'une des stratégies majeures du concept RDC Pays Solutions, c'est le potentiel hydroélectrique de la RDC, qui est au cœur justement de cette question de la transition énergétique. C'était l'occasion pour Christian Kabongo, coordonnateur chargé de la cartographie énergétique à Ressources Matters, de présenter la plateforme Congo Epela, fournissant des informations, mieux des données sur les potentiels énergétiques, les besoins, et plus encore sur les solutions d'électrification de la RDC, une plateforme qui affiche les solutions les moins chères pour électrifier chaque zone peuplée du pays. La plateforme Congo Epela, c'est un outil de prise de décision. C'est une plateforme qui en fait montre les solutions d'électrification qui sont en fait, je dirais, les moins chères pour électrifier les communautés congolaises. Vu que nous connaissons les réalités du pays et que notre taux d'accès à l'électricité est trop faible, donc nous avons réfléchi sur comment est-ce qu'on peut améliorer les taux d'accès à l'électricité en mettant en place cette plateforme Congo Epela qui en tout cas montre les solutions d'électrification qui sont les moins chères mais qui sont aussi basées sur les énergies renouvelables. Donc ça c'est quelque chose que je dois vraiment souligner parce qu'on est aussi à l'ère de la transition énergétique. Voilà, donc c'est important de souligner cet aspect, c'est que la plateforme contient des données sur les potentiels énergétiques en RDC, les potentiels hydroélectriques, le potentiel solaire, le potentiel éolien. Et au-delà des potentiels, donc nous avons des données sur la demande, aussi bien la demande résidentielle qu'industrielle, et aussi d'autres informations sur les infrastructures existantes énergétiques dans le pays. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, avec les jeunes du club Mwangaza de Kinshasa, nous avons voulu évidemment interagir par rapport à ça, donc montrer un peu les liens qu'il y a entre le sujet, la thématique actuelle, la transition énergétique et la plateforme Congo Epela. Comment est-ce que cette plateforme évidemment répond à la question sur la transition énergétique, parce que quand nous parlons de la transition énergétique, il y a un focus qui est aussi vraiment donné sur les énergies renouvelables. C'est pourquoi donc, nous avions jugé bon de venir présenter cette plateforme aux jeunes et aussi recueillir leur point de vue, comprendre un peu comment est-ce qu'eux aussi conçoivent la question sur la transition énergétique. De son côté, André Kaboué s'est apaisanti sur les potentiels énergétiques qui regorgent la RDC, avec un paradoxe d'un pays qui demeure encore dans les noirs et dont la consommation est dominée par la biomasse avec 93% et ce, au niveau résidentiel. Ce qui ne peut en aucun cas développer les pays, car l'énergie devrait contribuer au développement du pays à travers les entités économiques et activités de production. Par ailleurs, le choix à porter sur les types d'énergie doit placer la République démocratique du Congo sur la voie du développement avec une énergie innovante et à faible émission de carbone qui doit éviter la dépendance aux sources d'énergie fossiles auxquelles sont confrontées la plupart des économies industrialisées et émergentes. Je pense que c'est un problème d'homme. Et donc comme c'est un problème d'homme, c'est d'abord un problème de volonté politique. Les pays sont suffisamment riches pour qu'on ne dise pas que ce sont les ressources qui manquent, mais c'est la volonté de pouvoir résoudre le problème. On a tendance à prendre nos problèmes, non pas de manière à les résoudre de façon complète et définitive, mais on le résout trop partiellement. On élabore une loi, puis on l'abandonne dans un tiroir. Les textes de mise en œuvre qui doivent permettre à ce que cette loi-là puisse sortir tous ses effets et s'exprimer. On prend des années à les élaborer. Et parfois, on prétend qu'on n'a pas les moyens pour élaborer ces textes de mise en œuvre. Il faut attendre les bailleurs de fonds qui viennent pour financer le pays à mettre en œuvre, à élaborer les textes de mise en œuvre. Donc c'est ça, toutes ces contraintes-là qui font que nous tardons à valoriser notre potentiel, à la fois solaire, éolien, hydroélectrique, qui est très riche. Il devrait nous permettre d'arriver à un niveau d'électrification qui soit conséquent par rapport à ce que nous représentons comme pays. Si un pays comme le Sénégal, qui n'est pas aussi riche que la RDC,
peut atteindre plus de 50% de l'électrification de son pays, l'électrification de la population, à combien plus forte raison un pays comme la RDC peut ne fût-ce que faire des efforts pour avoisiner les 30 ou 40% avec une certaine facilité. C'est pour ça que je dis que c'est un problème d'homme. Mais malgré ça, nous sommes derrière pour pousser, et moi je loue l'initiative des ressources Matters qui, à travers la plateforme EPELA, qui force la main, si vous voulez, non seulement aux autorités, mais aux investisseurs. Et ici, j'aimerais interpeller nos amis de la FEC. Et la plateforme EPELA, c'est vraiment une plateforme qui leur permet d'identifier où ils peuvent investir. L'électricité est devenue un produit commercialisable dans les contextes de la libéralisation. Ce n'est pas seulement les investisseurs, lorsqu'on parle des investisseurs étrangers qui doivent venir. Si on doit produire de l'électricité à petite échelle en utilisant le solaire photovoltaïque ou encore les microcentrales hydroélectriques, on n'a pas toujours besoin d'avoir des investisseurs qui viennent avec des milliards. Donc avec très peu de moyens, et la plateforme EPELA le montre très bien, qu'avec très peu de moyens, on peut bien électrifier l'arrière-pays et améliorer quand même l'accès à l'énergie de nos populations. La séance de questions-réponses a permis à ces membres du club Mwangaza de Kinshasa de s'approprier les notions de transition énergétique à l'heure du changement climatique et disposer des arguments pour exiger un accès pour tous à l'énergie conformément à la Constitution de la République, tout en se tournant vers des choix énergétiques durables, faibles en carbone, pour la protection du climat. Madame, Messieurs, terminons cette émission avec cette annonce qui concerne l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, dont plusieurs jeunes Kinoises et Kinois se coalisent pour assainir leurs milliers. Samedi 5 novembre 2022, ils seront sur la place Victoire pour assainir cette place mythique de la culture congolaise sous le slogan « Salongo Pona Congo ». Cette action d'assainissement revêt son importance compte tenu de l'état dans lequel se trouve un autre milieu ambiant dominé par l'insalubrité. Nous y reviendrons avec force et détails dans notre prochaine édition. Madame, Messieurs, c'est par cette note que nous bouclons complètement ces numéros du magazine RDC Environnement. Merci de l'avoir suivi. Merci également à la grande équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à sa réalisation. Merci à Myriel Makessé, à Guilhem Mouzembe et Ruben Mayonitse-Kuyunga. Je vous retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs sur la même chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.